Un jour, le monde s'est tout simplement effondré. Des monstres ont commencé à affluer de portails aléatoires sans la moindre seconde d'avertissement. Les seuls à pouvoir riposter étaient les chasseurs, des personnes qui se sont éveillées avec des pouvoirs accordés par le système. La plupart plafonnaient à 7 étoiles, mais 7 d'entre eux ont atteint le rang légendaire de 9 étoiles et ont formé les 7 grandes familles. Et puis il y avait Ryoga Shinan. Il a marqué l'histoire en atteignant les 9 étoiles sans aucune aide de ses constellations divines. Pour les grandes familles, un mec comme lui était un bug dans le système qui devait être supprimé. Il a été officiellement jugé comme une menace pour leur ordre mondial. Retour au présent, et la ville est un véritable enfer englouti par les flammes. La famille Romanov a officiellement pris le contrôle, laissant une montagne de cadavres dans son sillage. Ryoga est acculé et en sang, serrant une montre à gousset fissurée dans sa main. Il cherche son souffle, le visage tuméfié et couvert de son propre sang. Il tombe à genoux au milieu des décombres, s'accrochant à la vie à peine. Il fusille du regard son bourreau, maudissant le nom de Dmitri. Au-dessus de lui se tient Dmitri Romanov, un chasseur 9 étoiles agissant comme le réceptacle du dieu Odin. Ryoga lui demande la seule chose qu'il a besoin de savoir. Pourquoi se donner tout ce mal juste pour le buter? Dmitri se contente de rire. Il dit que c'est parce que Ryoga a refusé de se soumettre aux familles ou d'accepter la grâce d'un dieu. Il explique que les constellations elles-mêmes réclament la tête de Ryoga. Un roi des morts-vivants indépendant avec autant de pouvoir est tout simplement un risque trop énorme pour l'équilibre. Ryoga se contente de ricaner face à tout ce discours sur l'ordre divin. Dmitri se fout de sa gueule pour avoir choisi une voie souillée au lieu de s'incliner devant les constellations. Le vieux lève la main, et une lumière dorée divine commence à se concentrer autour de lui. Ryoga se force à se relever, raillant Dmitri qui se cache derrière le pouvoir d'un dieu. Il en a fini de parler et décide de leur montrer exactement pourquoi ils ont peur de lui. Des squelettes commencent à s'extirper de la terre brûlée à son commandement. L'énergie sombre ondule dans l'air alors que le sort s'active. Il libère son champ de mort, recouvrant les ruines d'ombre et d'ossements. Une légion de morts se dresse derrière lui, prête pour un ultime barreau d'honneur. Dmitri n'est pas impressionné. Il charge sa propre magie la plus puissante pour en finir. Un pilier de lumière aveuglante descend du ciel droit dans la paume du vieil homme. Ryoga réalise que ces squelettes n'ont aucune chance face à ce qui arrive. Dmitri libère l'œil d'Odin, une explosion massive d'énergie sacrée. Le cœur de l'attaque rougeoie d'une chaleur intense. Un rayon massif de feu et de lumière déchire tout sur son passage. Mais au lieu de fuir, Ryoga sourit simplement. Il lui reste une dernière carte à jouer. Dmitri voit cette expression sur son visage et commence à paniquer. Ryoga tient la montre à gousset pile dans la trajectoire du rayon qui approche. Le système l'alerte que la montre à gousset de Chrono a détecté l'énergie divine dont elle a besoin. La montre absorbe le pouvoir d'une constellation, remplissant les conditions de sa compétence secrète. Le monde entier commence à se déformer alors que l'artefact remonte le temps. Ryoga writ entertainment. S'il n'a pas le pouvoir d'un dieu, il va tout simplement voler le leur. L'explosion frappe de plein fouet, mais la silhouette de Ryoga commence déjà à s'effacer. Dmitri pige qu'il s'est fait avoir, mais il est beaucoup trop tard pour l'arrêter. Ryoga serre le poing autour de la montre luminescente, prêt à faire bon usage du pouvoir d'Odin dans le passé. Ryoga fait un dernier doigt d'honneur aux 7 grandes familles, promettant de toutes les anéantir dans sa prochaine vie. Les engrenages de la montre à gousset s'enclenchent alors qu'elle s'abreuve de l'énergie divine. Un flash aveuglant de lumière blanche engloutit tout, arrachant Ryoga du champ de bataille et à travers le temps. Il se réveille en fixant un banal plafonnier, le silence de la pièce contrastant violemment avec la capitale en flammes. Il se redresse d'un bond, cherchant son souffle comme s'il sentait encore le poids de l'attaque. Son cœur bat à tout rompre contre ses côtes, et la sueur coule sur son visage alors qu'il essaie de s'ancrer dans la réalité. Il prend une respiration tremblante, ses yeux balayant le petit espace exigu. C'est indéniable, il est de retour dans la minuscule maison où il vivait avant que tout ne parte en vrille. Il baisse les yeux sur la montre dans sa main, se demandant s'il a vraiment réussi à accomplir l'impossible. Il serre les dents au souvenir des raisons pathétiques de Dmitri pour avoir essayé de le tuer. Une fenêtre système apparaît, confirmant qu'il s'agit bien de la montre à gousset brisée de Chrono. Une relique sacrée qui ne peut accomplir ce miracle qu'une seule fois. Le cadran de la montre est brisé, le prix à payer pour avoir renvoyé son âme 23 ans dans le passé. Ryoga lâche un rire sombre. Son pari a fonctionné à la perfection, même sans l'aide d'une foutue constellation. Il réalise qu'il a atterri pile le jour où le système est apparu pour la première fois, juste après avoir quitté l'orphelinat. Le système s'initialise, affichant ses statistiques de base et son trait inné, esprit clair,
qui le rend immunisé contre les attaques mentales. Il est invité à choisir une classe de départ parmi artistes martial, mage ou prêtre. Dans sa première vie, il avait choisi la voie de la magie sans réfléchir, mais il ne va pas faire la même connerie 2 fois. Il se rassoit sur son lit, décidant de repousser le choix de sa classe, jusqu'à ce qu'il trouve un truc qui convienne réellement à ses plans. Il enfile une veste et sort, prêt à mettre à profit ses connaissances d'ancien chasseur 9 étoiles. Il file droit vers le marché des chasseurs de Natsuhabara, la plaque tournante de tout ce qui est surnaturel dans la ville. Il entre dans une bijouterie où la vendeuse l'accueille avec un sourire pro. Elle commence son baratin commercial sur les bagues de la compagnie Magus, mais Ryoga la coupe net et demande l'anneau des ténèbres profondes. La vendeuse se fige, son expression amicale remplacée par une confusion totale. Elle le prévient que l'anneau est lourdement maudit, mais il s'en fout royalement et demande juste le prix. Quelques minutes plus tard, il traverse à nouveau le marché, tenant une petite boîte noire. La vendeuse l'a pratiquement supplié d'y repenser, l'avertissant qu'il ne ferait aucun remboursement pour ce qui allait suivre. Il vient de claquer 2 millions, littéralement la moitié de toute sa fortune, pour un objet que la plupart des chasseurs ne toucheraient même pas avec un bâton. L'anneau est un objet de grade rare, habité par des ombres, qui inflige une malédiction mentale à quiconque le porte. Ryoga connaît un secret sur cet anneau que personne d'autre ne sait, et c'est la clé de sa nouvelle voie. Il glisse l'anneau à son doigt, et une vague d'énergie sombre et trouble commence immédiatement à tourbillonner autour de sa main. Un sourire diabolique traverse son visage alors qu'il se prépare à affronter l'épreuve cachée dans la malédiction. Soudain, son environnement se dissout, remplacé par un vide tourbillonnant de nuages sombres et instables. Il se retrouve debout, seul, au milieu d'un paysage mental, attendant que la malédiction se manifeste. Une version massive et luminescente de Dmitri Romanov apparaît, irradiant la même énergie dorée qu'avant. Ryoga lève les yeux vers le fantôme titanesque, imperturbable face à l'échelle démesurée de la vision. Le fantôme se moque de lui, affirmant qu'un nécromancien paria ne peut en aucun cas blesser quelqu'un doté de la grâce divine. Le géant lève une main, la lumière dorée s'intensifiant alors qu'il se prépare à écraser son esprit. Un doigt massif pointe vers lui comme un pilier de feu sacré. Le poing géant s'abat, prêt à oblitérer sa conscience. L'attaque frappe avec la force d'une étoile filante, noyant tout dans un océan d'or. Ryoga sourit narquoisement derrière les ombres. Le système confirme que l'interférence mentale a été complètement bloquée. Grâce à son trait esprit clair, il se tient parfaitement immobile alors que l'attaque mentale se brise inutilement contre son immunité totale. Le monde mental autour de Ryoga vole en éclats comme du verre fragile alors qu'une notification système confirme qu'il a réussi l'épreuve de l'anneau. Une flamme bleue s'allume dans son œil alors que le pouvoir du nécromancien contenu dans l'anneau s'éveille. Il sait que sa voix a été rendue possible par son refus de résister à la malédiction. Debout devant un imposant fantôme ténébreux, le protagoniste déclare qu'il n'a pas besoin de la grâce d'une constellation pour mener une guerre contre les 7 grandes familles. Avec une sombre détermination, Ryoga décide qu'il va forger une nouvelle voie et créer une constellation qui le choisira lui, un nécromancien. Dans une dimension au-delà du temps, Ryoga Shinan se tient devant une présence spectrale massive. Le géant hurle, exigeant de savoir quel genre d'imbécile oserait se montrer aussi irrespectueux en sa présence. Ryoga ne bronche même pas, le fixant en retour avec un sourire confiant. Il reste poli mais direct, saluant le roi déchu des titans, Chrono. Chrono plisse les yeux, son regard lourd d'un pouvoir ancien. Il remarque l'objet que Ryoga tient, sa propre montre à gousset brisée. Le titan réalise que ce « petit » est celui qui a réussi à remonter les aiguilles du temps. Ryoga le confirme. C'est lui qui a utilisé la relique pour arriver ici. Chrono admet que Ryoga a dû être un sacré monstre de puissance pour réussir une régression, mais il veut connaître la vraie raison pour laquelle on l'a réveillé. C'est le dieu qui a avalé ses propres fils pour empêcher sa chute, pour finalement être oublié après avoir perdu contre l'Olympe. Ryoga sait que, bien qu'il soit oublié, le feu de la vengeance brûle toujours au plus profond de la poitrine du dieu. Il va droit au but et demande si Chrono veut se venger. Le titan en reste bouche bée pendant une seconde. C'est une question gonflée pour un mortel. Ryoga expose sa proposition. Si Chrono devient son étoile gardienne, il l'aidera à régler ses comptes avec l'Olympe. L'offre insulte la fierté de Chrono. Un simple humain, un mec sans la moindre goutte de pouvoir divin, dit à un dieu de se soumettre. Ryoga serre plus fort la montre à gousset, alors que la tension monte en flèche dans la pièce. Il lui fait remarquer qu'il a déjà atteint le rang de 9 étoiles une fois auparavant sans l'aide de personne. De plus, Zeus est tout en haut de sa propre liste de cibles. Il en a après toutes les grandes familles qui l'ont trahi, et les détruire dépouillera l'Olympe de son influence sur Terre. Chrono ricane, lui disant que son ambition est minuscule comparée à la colère d'un dieu. En plus,
même s'il voulait l'aider, Ryoga est un nécromancien. Leur nature ne correspondent pas du tout. Ryoga argumente que si Chrono est le dieu du temps, il est aussi le dieu des moissons. Ça change tout. Généralement, les étoiles ne passent des contrats qu'avec des chasseurs qui résonnent avec leur nature. Chrono repense à son propre héritage en tant que divinité président au cycle des saisons. La faux, qui représente la moisson, est exactement le même symbole que celui de la faucheuse. Les deux traitent du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Aux yeux de Ryoga, ils sont faits du même bois. Chrono explose, furieux qu'un humain ose lier sa nature divine à la mort. Le royaume divin tout entier commence à trembler alors que la colère du titan déborde. Ryoga lui dit de la fermer et d'écouter. Ce n'est pas le moment de faire des manières. Il lui demande si le titan a vraiment l'intention de passer le reste de l'éternité comme un non oublié et impuissant. S'il accepte d'être plus faible que les dieux qui l'ont remplacé, Ryoga est prêt à se barrer. Mais il est venu ici en croyant que Chrono choisirait la vengeance, même si cela impliquait de réécrire sa propre nature. Ryoga sait qu'il joue son va-tout là-dessus. S'il ne peut pas convaincre Chrono, il est dans une impasse. Le titan se tait, considérant l'offre. Finalement, il prend la parole. Il n'a pas oublié sa vengeance une seule seconde. Il va tester la détermination de Ryoga. L'idée qu'un dieu des moissons défie la providence est un concept dingue, mais ils vont le faire. Chrono le prévient que le processus d'inversion de la nature d'un dieu sera atroce. Il tend une main massive et luminescente. Si Ryoga peut survivre à la douleur, le contrat est scellé. Une lumière aveuglante jaillit au moment où l'énergie divine entre en contact. Ryoga se prepare. Il ne s'attendait pas à ce que ça commence aussi soudainement. Chrono parle avec autorité, nommant Ryoga comme son mandataire, et son saint. Ryoga n'en croit pas ses oreilles. Un saint? C'est un nécromancien. Un pouvoir sacré l'inonde, agissant comme un canal direct pour la constellation. Maintenant, le mana sombre d'un nécromancien et la lumière pure d'un saint s'affrontent simultanément dans son corps. Ryoga lutte pour rester conscient, sachant que s'il s'évanouit maintenant, il ratera sa seule chance d'obtenir une étoile gardienne. Chrono l'observe attentivement alors que l'énergie divine brute continue de fluer. Le titan dit simplement au gamin de tenir bon et d'endurer la douleur. L'instant d'après, les sons du royaume divin sont remplacés par l'agitation d'un aéroport. Il est de retour au bercail, valise à la main. Ryoga prend une bouffée d'air frais. Il n'y a vraiment aucun endroit comme le Japon. Mais il n'est pas exactement seul. Une version miniature et chibi de Chrono flotte juste à côté de lui, stupéfait de voir à quel point le monde a changé. Le dieu miniature virevolte, s'émerveillant de la nature cruelle et grandiose du temps. Il se tourne vers son nouveau contractant, lui demandant s'il est d'accord. Une fenêtre système apparaît pour annoncer une nouvelle étoile dans le Panthéon, le géant qui défie le ciel. Ryoga se dit juste que pour un dieu ancien, ce mec parle vraiment beaucoup. Chrono est peut-être redevenu une constellation, mais avec 0 adorateur, il est fondamentalement un dieu sans budget, ce qui ne l'empêche pas d'être de bonne humeur. Ryoga réfléchit au pari qu'il a pris, forçant un roi titan dans le moule d'un saint faucheur en exploitant leur concept partagé. Le petit Chrono est juste heureux d'être de retour dans la course, disant à Ryoga qu'il s'attend à ce que son nom devienne bientôt célèbre. Ryoga vérifie son statut et réalise qu'il est maintenant un hybride d'un saint de haut niveau et d'un nécromancien. Tout ça pendant que le vieux continue de jacasser sans arrêt dans son oreille. Son nouveau titre, Saint de la Nuit Blanche, booste ses sorts sacrés et lui permet d'utiliser la nécromancie sans aucune pénalité de classe. L'icône en forme de crâne de sa classe brille d'une lumière divine et inquiétante. Il a même obtenu le trait de Nuit Blanche, lui permettant d'échanger son pouvoir sacré et son pouvoir spirituel à volonté. Il a aussi débloqué Absorption de vie, un sort sacré qui a été tordu par la mort pour voler de la force vitale afin de se soigner ou de s'améliorer. Normalement, ces deux pouvoirs ne fonctionneraient jamais ensemble. Manier deux énergies complètement différentes comme ça, c'est basiquement un code de triche. Même Ryoga doit admettre que ce combo est complètement pété. Il demande si le petit dieu avait tout calculé depuis le début. Chrono se contente de rire, lui rappelant qu'il était le roi des dieux pour une bonne raison. Ryoga commence à planifier ses prochaines étapes pour monter en puissance. Il a besoin d'un terrain d'entraînement, et un vieux portail dans les environs semble être le meilleur point de départ. Il opte pour le jardin antique. C'est l'endroit parfait pour tester ses nouveaux pouvoirs à double nature. En repensant à comment tout a commencé, Ryoga venait juste de réussir l'épreuve de l'anneau des ténèbres. Le rang de l'anneau est immédiatement passé de rare à épique. C'est là qu'est arrivé le grand moment. Il a dû choisir une classe parmi 4 options taillées sur mesure pour lui. Il n'a pas hésité à choisir nécromancien, une classe qui utilise les cadavres et les âmes pour alimenter sa force.
Le choisir en premier lui a accordé un bonus de sélection unique. Il a gagné le trait « Guide de la mort », qui rend son utilisation de pouvoirs spirituels beaucoup plus efficace. Ryoga était plutôt content de la tournure que prenaient les événements. Bien qu'il ait rapidement remarqué qu'il n'avait que 2 compétences utilisables pour le moment. La première était l'indispensable « Réanimation de morts-vivants ». La seconde était « Contrôle des os », qui lui permet de manipuler les restes squelettiques à volonté. Toutes ses connaissances passées refluent dans sa tête, mais son rang physique est retombé au niveau 1. Il sait qu'il peut devenir plus fort en suivant les règles, mais ce n'est pas son but ultime. Le leveling normal n'est pas suffisant pour atteindre le royaume transcendant d'un 9 étoiles. Être un nécromancien aussitôt est un avantage massif, mais ce n'est toujours pas suffisant. Pour régler ses comptes avec Dmitri, il savait qu'une étoile gardienne était sa seule véritable option. Ryoga ne perd pas de temps et saute dans un avion, se dirigeant droit vers le site de son prochain gros pari. Il arrive aux ruines du temple de Chrono, qui à cette époque n'est rien de plus qu'un lieu pour touristes et chercheurs. L'histoire se souvient d'eux comme d'anciennes constellations qui ont perdu leur lumière après avoir été vaincues par Zeus et les dieux de l'Olympe. Alors que certains, comme le dieu du soleil Hélios, ont accepté le nouvel ordre pour rester actifs, d'autres ont été plongés dans l'obscurité totale. Ryoga se tient au cœur du sanctuaire en ruine, à la recherche d'une présence qui n'a pas tout à fait disparu de ce monde. Il sort une montre à gousset fissuré, une relique liée à un maître bien différent des dieux qui s'incline devant l'Olympe. Avec un sourire confiant, il demande s'il est enfin temps de rencontrer une constellation déchue. Il claque la montre à gousset sur l'ancien autel avec chaque once de force qu'il possède. La relique réagit instantanément, explosant dans une violente vague d'énergie dorée qui illumine tout le temple. La réalité elle-même semble se déchirer alors qu'un vortex massif de mana engloutit les ruines. Quand la lumière s'estompe, il se retrouve dans un magnifique hall divin, un sanctuaire caché flottant parmi les étoiles. Ryoga se tient devant un vitrail gigantesque, ayant enfin atteint le cœur d'un palais céleste. Soudain, une voix tonitruante résonne dans le vide, exigeant de savoir qui a osé entrer. Le ciel est clair et dégagé au-dessus de la ville aujourd'hui. En plein milieu d'un parc, un énorme portail luminescent bourdonne d'énergie. Ces « portes » sont des accès vers d'autres dimensions que les chasseurs doivent nettoyer. Celle-ci est le jardin antique, un type fixe, ce qui signifie qu'elle ne disparaît pas tant que le boss n'est pas mort. Ryoga Shinan se tient devant la faille bleue, prêt à voir ce que sa nouvelle classe a vraiment dans le ventre. Tout autour de lui, les chasseurs s'affairent à former des groupes. Ryoga se souvient des jours qu'il a passés à traîner des équipes de bras cassés. Juste au moment où il s'apprête à entrer, quelqu'un l'interpelle. Un mec en armure lourde s'avance, offrant à Ryoga une place dans son groupe. Ryoga n'hésite même pas une seconde. Il vaut mieux être seul. Le chasseur en armure est un peu pris de court, mais il encaisse le râteau sans broncher. Ses coéquipiers regardent Ryoga s'éloigner, se demandant si un bleu comme lui va survivre tout seul. L'une des filles dit au leader de ne pas s'en faire. Le gars a fait son choix. Ryoga se contente de sourire. Il n'est pas là pour faire ami-ami. Il est là pour tester un panel de compétences très spécifiques. Le monde vacille alors qu'il traverse, et un écran confirme qu'il est entré dans le jardin antique. Ça ressemble à une forêt paisible, mais le silence est beaucoup trop pesant. Caché dans les broussailles, un truc petit et moche attend avec une lame rouillée. Ryoga connaît la chanson. Il attend juste que le premier truc lui saute dessus. Pile au bon moment, un gobelin plonge depuis les arbres. La créature pousse un cri strident, chargeant avec son couteau. Mais les réflexes de Ryoga sont d'un autre niveau. Il attrape le petit monstre à la gorge en plein vol. Le gobelin écarquille les yeux. Il ne s'attendait carrément pas à ça. Au lieu de simplement lui briser la nuque, Ryoga active son trait inhérent, Nuit Blanche. Il déclenche Absorption de vie, un sort sacré qui ne se contente pas de tuer, il vole. Le pouvoir spirituel se convertit en énergie sacrée, alors que Ryoga commence à arracher la vie même de la créature. Il note que la sensation n'est pas si différente de l'utilisation d'un pouvoir spirituel normal. L'énergie sombre tourbillonne alors que l'essence du gobelin lui est arrachée. Ryoga sent la décharge de puissance affluer dans son propre corps. Le gobelin se recroqueville pour n'être plus qu'une coquille vide, et une notification apparaît. Ses statistiques de base viennent d'augmenter. Il fixe l'écran, abasourdi. Chaque qu'il avec absorption de vie lui donne un boost permanent de force et d'agilité. Il se lance dans un carnage, laissant un tas de cadavres desséchés dans son sillage. Une lumière dorée clignote, il a pris un niveau. Il fait le calcul et réalise que 25 qu'il équivalent basiquement au point de bonus d'un niveau entier. Soudain, une version minuscule de Chrono surgit sur son épaule. Le dieu ricane, demandant à son contractant comment il trouve ce nouveau pouvoir.
Ryoga doit admettre que c'est complètement pété. Chrono commence immédiatement à exiger un peu de respect pour sa grandeur. La première partie de son entraînement terminée, Ryoga se tient au-dessus d'un cadavre frais. Maintenant, il est temps de voir ce que sa nécromancie a dans le ventre. D'étranges flammes sarcelles vacillent autour de la tête du gobelin abattu. Ryoga ordonne à l'âme de répondre alors qu'il active réanimation de mort-vivant. Les doigts du cadavre tressaillent sur l'herbe. Les muscles et les os commencent à se ressouder à une vitesse surnaturelle. Le gobelin se redresse, les yeux brillants d'une lumière fantomatique. Ryoga examine sa première création, un léger sourire aux lèvres. Le système confirme la qualité. Ce zombie a conservé près de 100% de sa force d'origine. Le système confirme que la première invocation est un zombie de gradin. Ryoga est satisfait. À ce niveau, la créature devrait être capable de tenir son rang dans un donjon une étoile. Juste à ce moment-là, d'autres bruissements proviennent des arbres. 3 autres gobelins émergent, armes au poing. C'est l'occasion rêvée pour un test de combat en conditions réelles. Ryoga croise les bras et donne l'ordre « Allez !» Le zombie fonce en avant, laissant traîner des volutes d'énergie sombre. Il attaque avec une fureur animale, prenant le gobelin de tête par surprise. L'invocation mort-vivante plaque son congénère vivant au sol avec une facilité déconcertante. Les 2 gobelins restants, voyant cela, balancent une masse d'armes et l'écrasent directement sur ce mort-vivant. Mais il ne bronche même pas, continuant de déchiqueter la proie sous lui. Ryoga explique l'avantage. Vu que c'est déjà un zombie, il ne mourra pas même si ses organes vitaux sont touchés. Pendant que le groupe est encore occupé à essayer de sauver leurs camarades, Ryoga fait le tour et les attrape par la nuque un par un. Ryoga s'en mêle pour finir le boulot, activant Nuit Blanche pour dépouiller la créature de sa force vitale. Après avoir terminé l'absorption de vie, il jette le cadavre au sol. Le gobelin restant voit ça et se met à trembler comme une feuille. Pour cette meute, le monde vient de basculer. Le gobelin cherche frénétiquement une issue de secours, mais trouve son chemin bloqué par Ryoga devant et le gobelin mort-vivant derrière. Et juste comme ça, il est devenu un énième repas pour le mort-vivant. Une fois que le gobelin a officiellement cassé sa pipe, la véritable expérience de Ryoga a commencé. Il s'est demandé, est-ce que cette compétence marcherait vraiment sur un truc déjà mort? Succès. Plus 0.1 en force et plus 0.1 en agilité, comme d'habitude. Il s'avère que ça marche vraiment. Absorption de vie est encore plus polyvalent qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec les mécaniques bien en main, il décide qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Dans les ombres de la forêt, d'autres yeux commencent à briller. Pour un nécromancien, obtenir ce premier qu'il est toujours la partie la plus difficile. Une fois le premier tombé, l'objectif est déjà à moitié atteint. Il déclenche réanimation de mort-vivant encore et encore. Créer le premier a été une galère, mais chaque invocation suivante devient plus facile. Le système affiche un taux de complétion élevé pour sa nouvelle escouade. Les 4 zombies ont presque 98% de leur puissance d'origine. La petite meute de morts-vivants grogne, prête à recevoir des ordres. Ryoga les observe, un sourire narquois et satisfait sur le visage. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Dans son esprit, les nécromanciens sont vraiment la meilleure des classes. Il lâche ses sbires, et il commence à massacrer la population locale de gobelins. Un zombie encaisse un coup direct, mais ne flanche même pas. Le gobelin normal se fige, ne comprenant pas pourquoi sa lame n'a pas arrêté le monstre. Les zombies sont impitoyables, submergeant leur proie par le simple nombre. C'est un véritable bain de sang dans la clairière, alors que la horde de morts-vivants fait le gros du boulot. Le Chibi Chrono flotte à côté de Ryoga, se plaignant que son contractant devrait se battre avec un peu plus de dignité. Ryoga lui dit de s'y habituer. C'est tout simplement sa façon d'opérer. Un écran apparaît, il a déjà atteint sa limite de commandement de 20 morts-vivants. Il regarde l'énergie sombre qui vacille autour de ses mains. Derrière lui, une armée entière de gobelins zombies se tient en formation. Ils balaient la forêt, nettoyant tout sur leur passage. Un groupe de gobelins normaux se retrouve encerclé et complètement surpassé. Soudain, une traînée de feu fend l'air. Une archère avec une coupe au carré noir bande son arc. Sa flèche enflammée frappe l'un des gobelins, l'embrasant instantanément. Ryoga ordonne immédiatement à son armée de s'arrêter, regardant vers l'origine du tir. Ryoga fixe les arbres, le visage froid alors qu'il exige que les intrus arrêtent de se cacher et se montrent. Une botte lourde écrase l'herbe alors que quelqu'un sort des broussailles denses du jardin antique. 3 chasseurs émergent, menés par un mec avec un plastron en acier, le chef des ombres jumelles. Il a l'air confus, exigeant de savoir qui est Ryoga. Le Chibi Chrono flotte près de la tête de Ryoga,
sentant le changement soudain et brutal de l'humeur de son contractant. Ryoga dévisage le groupe, les pièces du puzzle s'assemblant. Il les reconnaît maintenant, ce sont les chasseurs des ombres jumelles. Une ombre sombre assombrit le visage de Ryoga alors qu'il se souvient d'eux de sa vie antérieure. C'étaient eux qui avaient essayé de l'assassiner avant sa régression. Ryoga reconnaît les deux chasseurs devant lui, Yuma et Yuka Rendo. Dans sa vie passée, ils étaient connus comme les tristement célèbres chasseurs des ombres jumelles. Avoir affaire à eux à l'époque était une vraie prise de tête, mais en ce moment, ce ne sont que des débutants. Ils ne sont que des chasseurs une étoile à ce stade. En plus, ils n'étaient que 2 dans le futur, pas 3. Chrono suggère de les buter pendant qu'ils sont encore faibles, mais ça n'intéresse pas Ryoga. Ce n'étaient que des mercenaires dans le futur, alors il n'a pas de rancune personnelle. Yuma fixe le sbire mort-vivant, demandant si c'est Ryoga qui le contrôle. Ryoga réalise qu'il faudra beaucoup de temps avant que le monde ne comprenne vraiment ce qu'est un nécromancien. Il confirme avec désinvolture que le zombie est son invocation. Il jauge le groupe. Puisqu'il a besoin de quelqu'un pour trimballer son butin, ces futures légendes pourraient bien être parfaites pour le job. De toute façon, la plupart des gens entrent dans les portails pour le fric, alors il décide de leur faire une offre. Ryoga leur demande s'ils veulent bosser ensemble, prenant Yuma complètement au dépourvu. Il propose un deal où il gère tout le combat, et eux se contentent de ramasser les pierres de mana. Le partage? Un bon 80-20. Il attend leur réponse, sachant qu'ils sont désespérés de se faire de l'argent de poche facile. Le groupe se met en retrait pour discuter de cette offre bizarre en privé. Yuka est immédiatement méfiante, et Ebara est d'accord, un chasseur qui invoque des zombies, c'est du jamais vu. Ryoga commence à bâiller. Il n'a pas toute la journée pour qu'ils se décident. Il leur dit qu'ils prennent trop de temps. Le voyant sur le point de se barrer, Yuma l'arrête rapidement. Ils acceptent le job mais essaient de négocier un partage plus équitable de 50-50. Même avec ça, ils ne gagneraient qu'une petite fraction du total. Ryoga ne négocie pas. Il leur annonce que c'est 70-30 ou le deal est annulé. Yuma n'a pas d'autre choix que de se coucher. Ebara tremble encore de peur, mais Yuma lui dit de porter ses couilles. Si Ryoga voulait vraiment les buter, il n'aurait pas tenu aussi longtemps de toute façon. Yuma regarde Ryoga marcher vers le portail avec 0 équipement et une confiance absolue. C'est définitivement louche. Quelques heures plus tard, la forêt résonne du son de quelqu'un complètement au bout de sa vie. Ebara s'effondre sur l'herbe, suppliant de faire une pause. Yuka est dans le même état. Elle a atteint son extrême limite. Il se coltine une montagne énorme de pierres de mana, et ça commence clairement à se faire sentir. Yuma essuie la sueur de son front. Il savait que Ryoga était fort, mais là c'est ridicule. L'échelle du massacre dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Les gobelins tombent comme des mouches. Ryoga lâche un autre cadavre devant eux, l'appelant plus de cash à traiter pour eux. Yuma demande désespérément s'ils peuvent enfin se reposer. Mais les zombies ne s'arrêtent pas. L'un d'eux brise la nuque d'un gobelin comme si de rien n'était. Ryoga leur indique encore plus de boulot à faire. Pour lui, c'est juste de l'efficacité. Il lâche un grand sourire et leur dit de prendre leur temps. L'ironie n'échappe pas au groupe épuisé. Le trio reste sans voix. À ce rythme, ils sont convaincus que Ryoga n'est même pas humain. La zone immédiate est enfin purgée de ces monstres. Avec un instant de répit, Ryoga décide de shaker sa progression. La fenêtre de statut apparaît, montrant une augmentation massive dans toutes ses statistiques de base. En seulement 3 heures de farm, ses stats ont déjà atteint le niveau d'un chasseur de niveau 4. Absorption de vie est abusée. Son niveau actuel a également augmenté, rendant le farm plus que rentable. Maintenant, il est enfin temps de s'occuper du boss de ce portail. Il s'approche d'une clairière où un groupe de gobelins d'élite les attend. Le chaman gobelin ricane, sentant qu'un stupide humain est entré sur son territoire. Il est prêt à se battre. Ryoga regarde le boss et se marre. Pour lui, ce gobelin joue juste au roi. Yuma tremble, avertissant Ryoga de ne pas provoquer un truc aussi dangereux. Le chaman gobelin le foudroie d'un regard avec son œil rougeoyant, ordonnant à ses sbires de lui amener l'humain. Des dizaines de gobelins rugissent et chargent tous en même temps. Le chaman veut que Ryoga soit mis en pièces jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Ryoga campe sur ses positions. La première vague s'écrase sur ses invocations, et la forêt se transforme en un champ de bataille chaotique. Ses sbires morts-vivants ripostent, mais ils encaissent de lourds dégâts. Le sang gicle alors que les gobelins commencent à tailler dans ses rangs. Une notification système apparaît, le nombre de ses invocations commence à baisser. Ryoga ne s'inquiète pas. Il ordonne aux cadavres tombés au combat de répondre à son appel. L'énergie sombre tourbillonne autour des cadavres frais sur le sol.
De nouvelles invocations se relèvent immédiatement, remplaçant celles qu'il a perdues. La bataille fait rage alors que les nouveaux renforts déchiquettent l'armée gobeline. Yuma regarde ça sous le choc. Ryoga est en train de transformer les ennemis qu'il vient de buter en ses propres soldats. Le chaman commence à scander une sombre incantation, réalisant que sa première vague ne suffit pas. Il lève un bâton surmonté d'un crâneau dans les airs. Un totem s'enfonce dans la terre, envoyant une onde de choc d'énergie rouge à travers la clairière. Le « totem de bravoure » booste tous les gobelins dans les environs, les rendant encore plus agressifs. Le chaman se vante que son totem affaiblit ses ennemis tout en rendant ses alliés invincibles. Ryoga le fixe avec une expression neutre, lui demandant de répéter ça, pile au moment où son sbire arrache le totem du sol et le brise en deux. Le boss se retourne, fulminant qu'un humain ose être aussi arrogant. Il déclare qu'il ne laissera pas un simple humain toucher à son totem sacré. Instantanément, une succession de totems crâniens se plantent violemment dans le sol tout autour d'eux. Mais sans même qu'il ait besoin d'en donner l'ordre, ces sbires morts-vivants avaient déjà brisé l'un des totems en deux. Et comme s'ils étaient programmés, le reste des sbires a suivi le mouvement, détruisant absolument tous les totems que le boss venait d'invoquer. Le chaman serre fort son bâton, tout son corps tremblant de rage pure. Ryoga sourit simplement, demandant au boss s'il se sent déjà frustré. Rendu fou furieux, le chaman lève son bâton pour un ultime mouvement dévastateur. Il invoque l'incantation de folie, abattant son bâton avec tout ce qu'il a. Yuma et son groupe peuvent à peine regarder. L'énergie sombre qui émane du boss est suffocante. Le système confirme que la folie a été activée, accordant aux gobelins un boost massif de 50% sur leurs stats. Les gobelins entrent dans une frénésie, taillant en pièces les forces restantes de Ryoga. Le compte tombe à 18. Il continue de chuter. 15 invocations restantes. Puis 10. Les invocations se font massacrer plus vite que Ryoga ne peut les remplacer. Le compte est à 10. Le sang inonde le sol de la forêt alors qu'un autre sbire est écrasé. Il n'en reste que 8. Le chaman rit, confiant que la bataille est terminée. Ryoga note que le bâton était bel et bien son atout majeur. Il fixa le bâton, entièrement fait d'os, et réalisa que c'était l'atout secret du chaman. Ça changeait tout. Le boss se vante de la façon dont il a fabriqué l'arme en utilisant les rancœurs de ses semblables tombés au combat. Ryoga le confirme une dernière fois. Donc ce bâton est en os, c'est ça. Il a héroïquement déclaré que cette bataille venait de devenir une promenade de santé. Il tend la main et active « Contrôle des os ». L'énergie sombre ondule au bout de ses doigts. Les yeux du chaman s'écarquillent alors que sa propre arme commence à vibrer et à lui échapper des mains. Le bâton en os est arraché à travers les airs, tiré par une force irrésistible vers l'humain. Ryoga rattrape le bâton sans effort. Un message système retentit, l'incantation de folie a été interrompue. Abasourdi et les mains vides, le chaman gobelin ne peut que balbutier d'incrédulité, exigeant de savoir ce qui s'est passé. Une autre notification apparaît, expliquant que les gobelins sont sortis de leur frénésie, mais que le contre-coup a drainé leur force et leur agilité. Ryoga toise le boss avec un sourire froid et moqueur, tenant le bâton volé et le mettant au défi d'essayer d'utiliser son sort préféré maintenant. Le chaman perd la tête. Il n'a aucune idée de comment Ryoga réussit ce coup-là. Une notification système apparaît, les gobelins sont sortis de leur frénésie, et le contre-coup a massacré leur stat de 30%. Ryoga se tient là, tenant le propre bâton du chaman, se foutant de sa gueule pour avoir été si fier d'une magie qui vient de foirer. Il active une nouvelle compétence, contrôle des os. Elle lui permet de manipuler n'importe quel os tant qu'il infuse de mana. Ryoga est impressionné. Le temps de réponse sur ces vieux os est bien meilleur que tout ce qu'il a utilisé auparavant. Il décide de lui rendre l'appareil et propulse le bâton crânien directement sur son propriétaire. Le bâton fend l'air comme un missile à tête chercheuse. Le chaman a à peine le temps de halter avant que ça ne l'atteigne. Ça perfore un trou net à travers la poitrine du boss. Le chaman s'effondre, raide mort. Ryoga ne gaspille pas le cadavre, activant immédiatement absorption de vie pour siphonner quelques stats supplémentaires. Il est content de son butin. Abattre un boss si tôt est un énorme raccourci pour monter de niveau. Il entend du mouvement derrière lui et se tourne pour regarder. Les bleus arrivent juste à temps pour voir le résultat, l'air complètement estomaqué. Pendant qu'il fixe la scène, Ryoga commence à récolter le sang du chaman dans une fiole. Il avait presque oublié cette partie, notant que l'absorption de vie avait pris la majeure partie de ce qui restait. Il dit d'un ton désinvolte au groupe de s'occuper du nettoyage pendant qu'il souffle un peu. Le groupe regarde le tapis littéral de cadavres de gobelins, se demandant s'ils sont vraiment censés tous les mettre dans des sacs.
La scène bascule sur la ville de Natsuhabara sous un ciel bleu dégagé. Un chasseur franchit le portail du donjon. Ryoga ouvre la marche, l'air de revenir d'une simple balade. Derrière lui, les bleus galèrent sous le poids de sacs massifs remplis de pierres de mana. La foule commence à murmurer. Ils ne peuvent pas croire qu'une petite équipe de 4 ait rapporté autant de butin. Ryoga suggère de faire un tour dans une boutique locale pour encaisser leur gain. Le guerrier est d'accord, disant qu'ils devraient s'en occuper eux-mêmes pour s'assurer d'avoir un prix honnête. Ryoga leur lance un regard perçant, demandant s'ils pensent vraiment qu'il ferait confiance à des gens qu'il vient de rencontrer avec tout cet or. Les bleus paniquent immédiatement, bafouillant sur à quel point ils ont bossé dur et qu'ils ne le baiseraient jamais. L'expression de Ryoga s'adoucit alors qu'il se met à rire. Il se foutait juste de leur gueule. Il demande une estimation à la louche du butin. Le guerrier estime que ça vaut environ 6 millions. Les yeux de Ryoga se posent sur le bâton du chaman qui dépasse d'un sac. Il demande pourquoi il a été ignoré. Le guerrier explique que c'est basiquement un truc bon pour la casse. Une fenêtre système révèle que c'est le « bâton des rancunes », une arme de prêtre rare qui est lourdement maudite. Les stats sont géniales, mais la « malédiction de confusion » est rédhibitoire pour la plupart des joueurs. Le guerrier ajoute que même si un prêtre pouvait l'utiliser, il ne pourrait pas gérer autant de pouvoirs spirituels. Ryoga sourit simplement narquoisement. Il demande s'il peut juste prendre le bâton comme part de son butin. Le groupe est pris de court. Il propose que sa valeur soit déduite de sa part d'or quand ils feront les comptes. Le guerrier ne veut rien entendre. Il dit à Ryoga de juste le prendre gratos, vu qu'il ne serait même plus en vie sans lui. Le reste de l'équipe approuve immédiatement. Ils sont ravis de lui laisser cet objet, poubelle. Ryoga Surit. Il commence à vraiment bien aimer la façon dont cette équipe fonctionne. Il leur dit de se retrouver pour une autre descente demain avant de s'éloigner. Le lendemain, Ryoga retourne à l'entrée du donjon. Un message confirme qu'il est entré dans le jardin antique. Il est déjà de retour aux affaires, se tenant au-dessus d'une victime fraîche alors que son mana s'enflamme. Ryoga demande au groupe s'ils ont encore du jus pour un autre round. Tout le groupe est affalé sur l'herbe, entouré d'une montagne de butin. Le guerrier admet qu'ils sont complètement vidés et ne peuvent pas gérer un autre combat aujourd'hui. Leurs sacs sont littéralement pleins à craquer de pierres de mana. Ryoga leur dit de rentrer en ville sans lui pendant qu'il termine. Il s'enfonce plus profondément dans la forêt, suivi de son armée de gobelins morts-vivants. Chrono surgit, demandant pourquoi il a délibérément renvoyé ses mules. Ryoga répond que ce qu'il va faire ensuite est strictement officieux. Pas de témoins. Il se dirige vers le côté nord du jardin antique. La zone marécageuse est calme, mais il y a clairement un truc qui bouge dans l'eau. Des yeux rouges brillant le traquent depuis l'obscurité des buissons. Une meute de murlocs bondit soudainement pour une embuscade. L'un d'eux se jette sur lui avec un grognement guttural. Les invocations mortes-vivantes de Ryoga interceptent la frappe instantanément. Les murlocs halètent de douleur et de fureur. C'était la première fois qu'il rencontrait un adversaire aussi nombreux et féroce. Mais ces murlocs n'étaient pas des mauviettes. Ils ont immédiatement planté leurs lances en métal directement dans les gobelins décérébrés. La forêt a explosé en un massacre sanglant entre les hommes grenouilles et l'escouade de Ryoga. Le nombre de gobelins a commencé à diminuer. C'était un massacre littéral. Avant même que ces invocations ne puissent s'approcher, elles se faisaient déjà transformer en brochettes par ses lances. Ryoga observe calmement, notant que vu que les hommes grenouilles sont plus forts que les gobelins, ça ne pouvait finir que de cette façon. Il tend la main, activant contrôle de potion pour guider son attaque. Il tire son bâton crânien comme un harpon, empalant un homme grenouille dans le ventre. Une fenêtre système explique « douche d'huile ». C'est une compétence qui ignore les dégâts physiques perforants. L'homme grenouille sourit juste bêtement avec un bâton planté dans le bide. Il n'a même pas eu mal. Ryoga est un peu saoulé. Ses attaques de base ne font pas le poids face à cette défense passive. Le mec s'est jeté en avant et a violemment piétiné le bâton. Un acte de violence x 99, un vrai test de puissance ultime. Et juste comme ça, le bâton a transpercé l'homme grenouille de part en part. Réalisant qu'il avait besoin de plus de puissance, il a commencé à canaliser encore plus d'énergie spirituelle pure dans l'arme. Il utilise à nouveau contrôle de potion, mais cette fois ça frappe avec assez de force pour pulvériser la défense du monstre. L'utilisation intensive de mana draine, son pouvoir spirituel de 35%. L'efficacité en prend un coup. Il se tient au-dessus d'un tas de cadavres de grenouilles et entame l'incantation pour réanimation de morts-vivants. Il repousse ses limites, mais il sait qu'il peut encore gérer la pression. Les yeux des hommes grenouilles morts s'allument d'une lueur verte obsédante alors qu'ils se remettent sur pied.
Il se jette en avant, se battant désormais sous les ordres de Ryoga. L'énorme gain d'XP du farm est suffisant pour finalement le propulser au niveau 6. Ryoga a un sourire en arcoïs. À ce rythme, il sera de retour à son niveau max en un rien de temps. Il lève les yeux, jurant de traquer le roi magicien et de régler ses comptes une fois pour toutes. Il arrive dans une clairière ensoleillée cachée et remplie de ruines antiques. Ryoga marche vers un autel en pierre massif, son armée de morts-vivants sur ses talons. Il sort un cœur vert palpitant d'un paquet de tissus. Chrono flotte près de lui, voulant savoir exactement quel genre de plan foireux il est en train de mijoter maintenant. Ryoga lui dit de la fermer et de regarder le spectacle alors qu'il débouche le sang du chaman. Dès que le sang touche le cœur, il commence à battre violemment, brillant d'une lumière maladive. Ryoga regarde l'organe palpitant avec un sourire de prédateur. Le rituel fonctionne à merveille. Ryoga est refait d'avoir débloqué une zone secrète qui ne sera pas découverte avant des années. Un message système confirme qu'il a percé le secret du jardin antique et qu'il est en cours de téléportation. Il se retrouve soudain au beau milieu d'une arène en pierre colossale, baignée de soleil. Ryoga fait un pas en avant, tâtant le sol des anciens terrains d'épreuve. Il pense au fait qu'il n'avait jamais réussi à trouver cet endroit avant sa régression, mais maintenant c'est enfin à lui. Il reste sur ses gardes, flanqué de ses morts-vivants hommes-grenouilles, prêt à affronter ce qui arrive. Un pied massif à écailles bleues, pourvu de griffes, s'écrase dans la terre, entouré d'un tourbillon d'énergie magique. Ryoga lève les yeux, son expression se durcissant alors qu'il jauge le nouvel arrivant. Une notification apparaît, indiquant que cette épreuve est limitée à un seul joueur. L'arène elle-même le met au défi de prouver sa valeur et son potentiel à travers l'épreuve. Un sourire de prédateur s'étire sur le visage de Ryoga. Il a trouvé sa prochaine cible. Un gardien de l'épreuve draconien imposant se matérialise, regardant l'intrus de haut. Le chrono tourne, il a 10 minutes pour survivre. Bienvenue aux anciens terrains d'épreuve I. Cette arène a été construite par les constellations du Panthéon pour séparer les chasseurs d'élite des sous-merdes. Le gardien de l'épreuve draconien se tient prêt. C'est un soldat d'élite de la Légion des Dragons, et il est là pour tester Ryoga. Le temps presse. Ryoga a 10 minutes pour survivre s'il veut voir la couleur de ses récompenses. Chrono se fout déjà de sa gueule, pariant qu'il ne tiendra même pas 10 secondes avec ses stats pitoyables. Le petit gars cherche déjà une nouvelle sainte, mais Ryoga n'a pas prévu de clamser aujourd'hui. Ryoga sait que même si la puissance du monstre est rabaissée pour un nain étoile, ça va quand même être un combat brutal. Le sol tremble alors que le soldat massif fait son premier pas. Ryoga lève une main, disant à la bête de patienter juste une seconde. Il a besoin d'un moment pour finir une petite modif sur ses invocations. Il se dit que vu que les méchants dans les histoires attendent toujours que le héros se transforme, ce mec devrait faire pareil. Derrière lui, ces hommes grenouilles commencent à bouillonner et à se transformer en un truc bien plus grotesque. Chrono est carrément impressionné qu'ils réussissent une modif improvisée en plein milieu d'un combat. Ryoga invite le monstre à se ramener. Après tout, il n'a pas oublié sa vie de maître nécromancien. Les yeux du draconien s'enflamment, il en a marre d'attendre. Il charge en avant avec un rugissement. Les invocations de Ryoga s'élancent dans les airs pour aller au-devant de l'attaque. Les zombies submergent le géant, s'agrippant partout où ils le peuvent. La bête est confuse alors qu'il s'accroche à son corps. Les hommes grenouilles n'avaient pas une seule dent dans la bouche, pourtant ils ouvraient grand leur gueule pour mordre le gardien draconien. Ça avait l'air absolument ridicule. Les invocations de chair à canon s'accrochaient juste au gardien draconien comme de la glu, le laissant complètement paumé. Son visage s'est tordu d'une irritation extrême alors qu'il a commencé à agiter ses membres dans une contre-attaque désespérée. Ces hommes grenouilles sont littéralement de la chair à canon. D'un seul coup de poing, ils explosent comme des pétards. Mais le maître des stratagèmes a enfin révélé ses vraies intentions. Il s'avère que le véritable but de Ryoga, en ordonnant aux hommes grenouilles de charger, était de les utiliser comme kamikazes. Dès que le gardien draconien en écrasait un, le poison acide de niveau 12 provenant du sang des grenouilles de chair à canon commençait à dissoudre directement les écailles blindées renforcées de la bête. Ryoga Surit. Il a sacrifié leur force et leur agilité juste pour rendre ce poison mortel. Le soldat dragon frappe le sol de douleur, essayant de se débarrasser des zombies grouillants. Il a compris qu'il ne pouvait plus jouer selon les règles de Ryoga et qu'il devait renverser la situation. Ses pieds ont écrasé le sol même alors qu'il se préparait pour une frappe finale et totale. La bête a poussé un rugissement terrifiant, fonçant droit sur le commandant pour une attaque de décapitation. Ryoga devait admettre, ce mec était étonnamment coriace pour avoir réglé ce problème aussi proprement. Il pompe de l'énergie spirituelle dans son bâton, boostant temporairement ses stats défensives. Il encaisse un coup massif,
l'impact vibrant à travers tout son corps. Même avec le poison qui le ronge vivant, ce truc est toujours incroyablement fort. Des étincelles volent alors que Ryoga galère à repousser la bête. Le draconien grogne, s'élançant en avant pour une dernière frappe désespérée. Ryoga contre avec contrôle des os. Le bâton en os effilé a été propulsé droit vers le gardien, transperçant le bras du monstre de part en part. La bête a poussé un hurlement de douleur alors que son élan était complètement stoppé net. Saisissant l'opportunité, Ryoga a ordonné à la chair à canon de plonger et de l'achever immédiatement. Les zombies submergent à nouveau le gardien en sang. La force du draconien s'estompe rapidement sous cet assaut implacable. Il est complètement encerclé, sans aucun moyen d'échapper au poison. Il essaie de les écraser à main nue. Mais chaque coup ne fait que libérer plus d'acide, scellant le sort du monstre. Ryoga accorde un peu de crédit à la bête. C'était une bonne tentative de la dernière chance. Mais même avec toute cette puissance, le gardien de l'épreuve draconien finit par mordre la poussière. Le bâton en os de Ryoga a fini le boulot de manière définitive. Il se tient là, bâton en main, alors que l'énergie sombre de ses invocations commence à se dissiper. L'épreuve est officiellement terminée, et un silence de mort s'abat sur l'arène. Il tend la main, prêt à réclamer les récompenses pour lesquelles il a tant trimé. Il active son pouvoir sacré, mais il ne cherche pas à soigner qui que ce soit, il cherche à récolter. Il déclenche absorption de vie pour sucer la moindre goutte de valeur du gardien tombé au combat. Un message système apparaît, confirmant qu'il a officiellement passé la première étape des anciens terrains d'épreuve. Chrono est sincèrement impressionné qu'il ait réussi, et Ryoga lui rappelle juste qu'il n'avait pas l'intention de clamser ici. Il reçoit une nouvelle gravure sur son âme, l'emblème d'endurance. C'est un buff passif de rang transcendant qui réduit son délai de dégâts et booste sa régénération de mana de façon permanente. Ryoga check les nouvelles stats et hoche la tête. C'est un pic de puissance énorme pour un mec de niveau 1. Mais le vrai gros lot, c'est le cadavre du draconien lui-même, une véritable mine d'or pour un nécromancien. Il prévoit de l'utiliser pour créer une invocation qui transcende sa forme originale, refusant de laisser de tels matériaux de premier choix se perdre. Mais pour ça, il va avoir besoin de matos d'alchimie de haut niveau. Il se rend dans la préfecture de Kishu, à la recherche d'un mec très spécifique de sa vie passée. Il arrive devant un atelier banal qui a l'air plutôt ordinaire pour le moment. Ryoga réalise que même après sa régression, certains endroits n'ont pas changé d'un poil. Soudain, une énorme explosion secoue le bâtiment, envoyant des flammes jaillir à travers les murs. Ryoga traverse simplement la fumée noire, complètement imperturbable face à la déflagration. Un chercheur sort des décombres en trébuchant, crachant ses poumons. Ryoga Surit Interurement. Tout se déroule exactement comme prévu. Il l'a trouvé, le futur alchimiste légendaire, Ronya Shinya. Dans le futur, Ronya devient mondialement célèbre pour ses potions, mais là, tout de suite, c'est juste un chercheur en galère avec un labo explosé. Ronya est logiquement sur les nerfs, demandant ce que ce parfait inconnu fout dans son labo privé. Ryoga se présente et va droit au but. Il a besoin d'emprunter de l'équipement d'alchimie. Ronya se contente de le fixer avec un regard de pur dégoût et de confusion. Mais Ryoga n'est pas là pour faire la manche. Il est là pour proposer un deal que Ronya ne pourra pas refuser. Il mentionne qu'il sait exactement ce que Ronya recherche, la formule pour produire en masse des potions de soins de niveau intermédiaire. Le visage de Ronya devient livide. Ryoga lui propose de l'aider à terminer cette formule impossible, laissant l'alchimiste complètement bouche bée. Il s'approche de la paillasse et commence à choper des tubes à essai. Il commence à mélanger et à stabiliser les liquides volatiles avec la précision d'un maître. Ronya n'en croit pas ses yeux. Ryoga vient de stabiliser une potion qui était littéralement à 2 secondes d'exploser. Ryoga s'embalèque complètement. C'est une percée que Ronya n'aurait pas découverte avant des années tout seul. Pour prouver que ça marche vraiment, Ryoga attrape un scalpel et demande s'il veut une démo. Sans même cligner des yeux, il s'entaille profondément l'avant-bras. Il verse la potion fraîchement stabilisée directement sur la plaie béante. Le liquide se met à bouillonner en blanc alors qu'il réagit immédiatement avec sa chair. En quelques secondes, la peau se ressoude parfaitement, sans même laisser la moindre cicatrice. Une lumière vive clignote alors que le processus de guérison se termine. Ronya est sur le cul, il galère avec ça depuis des années, et un parfait inconnu vient de plier le game en quelques minutes. Ronya se tient là en état de choc total, les mains tremblantes alors qu'il essaie d'assimiler le miracle auquel il vient d'assister. Il se précipite pour inspecter le bras de Ryoga, vérifiant frénétiquement s'il reste la moindre trace de la blessure. Ryoga balance le tube à essai fluorescent devant lui, demandant s'il est curieux de connaître la formule. Ronya le supplie presque, les yeux écarquillés par une excitation désespérée.
Avec un sourire narquois et sombre, Ryoga suggère qu'en échange du secret, l'alchimiste devrait lui filer un coup de main pendant un petit moment. Ryoga reste pro, offrant un partenariat et des recettes de potions de haut niveau. Il lâche un partage des royalties à 60/40 pour adoucir le deal. Ronya Shinya est tout oui, exactement ce que Ryoga voulait. L'alchimiste est accroché, mais Ryoga joue à un jeu beaucoup plus profond. Une impulsion de mana confirme les termes. Il a déjà les yeux rivés sur son prochain projet, un mort-vivant massif et en armure. De retour au labo, Ronya Shinya essaie toujours de comprendre d'où le mec sort tout ce savoir. Ryoga explique son plan pour transformer le cadavre en un truc spécial. Il laisse tomber son attitude cool une seconde, demandant un petit coup de main pour le gros œuvre. Ronya Shinya l'envoie chier vu qu'ils n'ont même pas encore signé de contrat. Il souffle et se casse, mais Ryoga ne s'inquiète pas. Chrono observe sur le côté, pendant que Ryoga note la prudence du gars. Il s'avère que Ronya Shinya était un chercheur de pointe jusqu'à ce que son boss s'approprie tout le mérite et le vire. Cette trahison a fait qu'il ne fait plus confiance à personne. Point barre. Chrono soupire, pensant que le monde des humains n'est fait que d'obsessions et de coups dans le dos. Ryoga va droit au but. Le mec a juste les jetons de ne pas avoir les compétences. Il lui lance un défi pour faire ses preuves. Ronya Shinya le regarde dans les yeux, finalement assez curieux pour mordre à l'hameçon. Il prend l'outil, acceptant de faire un essai. Ryoga lance le chrono, lui donnant un ratio spécifique pour faire fondre les pierres de mana. L'alchimiste termine en un temps record, surprenant même Ryoga. C'est définitivement le bon choix, mais il est toujours à l'ouest concernant les véritables plans de Ryoga pour le cadavre. Ryoga commence à verser le liquide catalyseur sur les restes. Il se met à graver des formules magiques directement dans les os. Il passe des heures à superposer des malédictions et des enchantements. Le processus est répétitif et éreintant, mais aucun d'eux ne s'arrête. Ronya Shinya passe en mode savant fou complet jusqu'à ce que le boulot soit enfin terminé. Ryoga s'étire, trouvant que c'était rapide, mais pour Ronya Shinya, 3 jours viennent de s'envoler. Il fixe le dos de Ryoga, essayant de comprendre qui est vraiment ce mec. Un chasseur de niveau 1 ne devrait pas être capable de faire repartir un cœur avec du pur mana. Malgré le côté louche de la situation, Ronya Shinya ne peut pas nier les résultats qui se trouvent juste sous son nez. Ryoga commence à se diriger vers la sortie sans ajouter un mot. Ronya Shinya l'arrête, acceptant officiellement le deal de départ. Il admet qu'il resterait coincé sur des potions de rang intermédiaire pendant des années s'il restait en solo. Si ça fait avancer ses recherches, il est à fond dedans. Ryoga ne peut s'empêcher d'avoir un sourire en coin. Il souhaite la bienvenue à son nouveau serviteur exclusif d'alchimiste, bien que Ronya Shinya rate les petits caractères du contrat. Maintenant, Ryoga a juste besoin d'une âme centrale provenant d'un dragon surnaturel. Il passe un coup de fil rapide pour faire bouger les choses. Le paiement est confirmé, et il cherche déjà de nouveaux bras. La scène bascule sur une forêt dense et luxuriante connue sous le nom de Frontière. 3 chasseurs débutants se pointent, ayant l'air plutôt redoutables dans leur tout nouvel équipement payé avec leur récent gain. Ryoga dit au bleu d'arrêter de prendre la pause et de le suivre. Le tank débutant, un mec aux larges épaules dans une tunique verte, accepte rapidement. Alors qu'il marche à travers les hautes herbes, le tank mentionne à quel point cet endroit est devenu dangereux depuis que la porte nord est tombée. Ryoga sourit simplement, disant qu'il est là pour rendre visite à une vieille connaissance. Le tank a l'air sceptique. Poussant à travers les broussailles épaisses, Ryoga cherche un endroit bien précis. Derrière lui, l'archère débutante dans son armure en cuir et la mage blonde le suivent de près. Soudain, un énorme pied gris écrase l'herbe en dessous. Un ORC géant bondit hors des ombres, prenant le groupe par surprise. Le tank débutant gueule que c'est un ORC 2 étoiles et dit à Ryoga de reculer, mais le nécromancien se contente de soupirer. Il sort une grande arme en os, un os de goule transformé, pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Activant le contrôle des os, Ryoga canalise de l'énergie sombre à travers l'arme. Les yeux rouges de l'ORC brillent d'une intention meurtrière. Il lève sa lance, prêt à empaler l'intrus. Ryoga manipule la lame en os, la propulsant directement sur la pointe de la lance de l'ORC. Il reste parfaitement calme alors que le monstre rugit. C'est une sale journée pour être un ORC. L'arme percute la pointe de la lance, la déviant de sa trajectoire, mais elle ne s'arrête pas là. Sous la manipulation de Ryoga, elle continue son vol. Elle déchire directement le torse du monstre, pulvérisant du sang à travers la clairière. Ryoga note que la bête est étonnamment résistante puisqu'il a raté le cœur. Même avec un trou dans la poitrine, l'ORC agrippe l'os et refuse de s'écrouler. Le sang continue de couler à flot alors que l'ORC, en mode berserk, arrache le fragment d'os et le balance au loin.
Le monstre lâche un rugissement guttural en levant le poing et en chargeant droit sur le protagoniste. Il balance un coup de poing désespéré vers la tête de Ryoga. Un flash d'énergie verte éclate, absorbant l'impact. Le tank débutant glisse avec son bouclier juste à temps, et Ryoga le félicite pour son timing. Ryoga se concentre, ses yeux brillants de mana. Il décide qu'une seule pointe ne suffit pas et passe à la vitesse supérieure. 3 énormes fragments d'os jaillissent des airs autour de la bête. Ils empalent l'ORC de tous les côtés, faisant taire ses hurlements pour de bon. L'énorme cadavre heurte le sol avec un lourd fracas. Le tank débutant est sans voix, fixant le monstre que Ryoga vient de se faire en solo. Ryoga n'attend pas de louanges, leur disant d'accélérer la cadence parce que le vrai boulot commence. Le tank suit, demandant nerveusement s'ils vont au moins dans la bonne direction. Ryoga confirme que oui en se tenant à côté du monstre abattu. Avec une poussée de nécromancie, il relève la bête sous forme de zombie de haut rang. Regardant vers une immense forteresse en bois, il déclare que leur véritable cible se trouve à l'intérieur du campement ORC. Le tank débutant est un peu paumé et demande s'ils vont vraiment dans la bonne direction. Ryoga continue de marcher, ignorant la question pendant une seconde. Il finit par signaler que la personne qu'il cherche les attend à l'intérieur du campement ORC. Le tank est chaud pour n'importe quoi tant qu'il y a du bif à se faire, mais le sourire de Ryoga indique qu'il y a bien plus que de l'or en jeu. Les autres bleus rigolent, juste contents de se faire de la thune facile. Mais en regardant la traînée de cadavres d'orques qu'ils ont laissés derrière eux, il est clair que ce voyage a été tout sauf facile pour les monstres. Ryoga atteint le niveau 13 et continue d'absorber les stats des orques tombés au combat. Il heurte un mur cependant. Le système lui indique qu'il a atteint la limite des stats qu'il peut drainer de cette race. Il n'a même pas le séum. Il sait que tout finit par avoir une limite. Alors que le soleil commence à se coucher, il décide qu'ils ont assez chassé pour aujourd'hui. Il monte le camp et allume un feu pour se réchauffer. Les bleus sont impressionnés par sa préparation, réalisant qu'ils sont déjà là depuis 3 jours. Sous la pleine lune, Ryoga remarque que ses stats ont pas mal grimpé, donc il se dirige vers le campement demain. L'équipe prend bien la nouvelle et se prépare à aller pioncer. Il se souhaite bonne nuit, alors que les ombres des gardes morts-vivants de Ryoga planent sur le camp. Dehors dans l'obscurité, les orques sont toujours actifs, ne se doutant absolument pas de ce qui leur pend au nez. Les bleus sont assommés, ronflant à s'en décrocher la mâchoire dans la tente. Ryoga trouve un coin tranquille sur un rocher pour s'asseoir et réfléchir. Il décide que c'est le moment idéal pour shaker les nouveaux secrets qu'il a débloqués avec sa montée de niveau. Il entre dans sa bibliothèque de la connaissance mentale, où le précédent seigneur de la mort a laissé toutes ses recherches. Il attrape l'un des bouquins, prêt à se plonger dedans. Dommage que la plupart des bons trucs soient bloqués derrière un prérequis de niveau 45. Il se retrouve coincé avec les guides pour noob, ce qui est un peu une claque dans la gueule pour un ancien maître 9 étoiles. Il se dit qu'un truc vaut mieux que rien et commence à lire quand même. Il passe la nuit le nez dans les bouquins, à étudier les bases. Même ces parchemins pour débutants contiennent des détails qui feraient exploser le cerveau d'un nécromancien moderne. Ses yeux brillent alors qu'il absorbe les infos, perfectionnant son pouvoir. Au matin, une alerte système apparaît, il a officiellement appris une nouvelle compétence. Le mage débutant était encore profondément endormi, mort au monde. Puis, une voix le tira brutalement de son sommeil alors qu'une ombre massive se dessinait au-dessus de son corps. Il frôle la crise cardiaque en voyant un énorme ORC aux yeux brillants se tenir juste au-dessus de son lit. Ryoga se marre, lui disant qu'il en fait des caisses pour sa propre invocation. Mais le tank n'est pas si sûr. Le machin a l'air bien différent et bien plus massif qu'hier. Ryoga admet qu'il a un peu bricolé le cadavre pendant la nuit. Il l'a transformé en zombie en armure, une invocation beaucoup plus coriace avec une force surhumaine. Il a aussi débloqué armure d'os et torsion de chair, lui donnant un contrôle total sur la forme physique des morts-vivants. Avec ses nouveaux joujoux prêts à l'emploi, il annonce au groupe qu'il est temps d'attaquer le campement ORC. L'escouade se met en marche, ressemblant à une vraie armée avec ses zombies géants en armure en première ligne. Ils atteignent enfin le campement ORC, un grand fort en bois construit dans la forêt. Les gardes ne ratent pas une miette et commencent à hurler que des ennemis sont aux portes. Toute une horde de guerriers orques déboule, lance sortie et prêt à en découdre. Ryoga active sa compétence contrôle des os, une énergie bleue tourbillonnant autour de sa main. Une énorme pointe d'énergie osseuse fend les airs comme un éclair. Elle percute les orques avec assez de force pour fracasser le sol sous leurs pieds. Il dit au monstre d'arrêter de faire tout un plat alors qu'il tient une pointe d'os tranchante comme un rasoir. Les guerriers orques regardent sous le choc, réalisant qu'ils font face à quelque chose qui les dépasse. Leur chef lâche un rugissement assourdissant, levant sa tache rouge sang pour rallier ses troupes.
Les archers orques ne perdent pas de temps, bandant leurs arcs pour faire pleuvoir la mort sur les intrus. Une volée de flèches siffle dans l'air, mais le tank débutant parvient à toutes les encaisser sur son bouclier luminescent. L'archère débutante ne reste pas non plus les bras croisés. Elle lâche une volée de tirs rapides avec son arbalète enchantée. « Flèche de feu !» crie-t-elle, illuminant la forêt alors que ses tirs filent vers l'ennemi. Un ORC se prend un carreau enflammé pile dans le cou, s'effondrant alors que les flammes jaillissent de la blessure. Chrono plane au-dessus de l'épaule de Ryoga, impressionné par les progrès, mais Ryoga sait que ce n'est que le début de leur évolution. L'avant-garde ORC hurle en chargeant, une vague désespérée de muscles et d'acier. Ryoga donne calmement l'ordre de charger, laissant sa propre armée de morts-vivants les affronter de front. Un zombie en armure ouvre la voie, armant un coup de poing qui a l'air capable de raser une baraque. Une énorme vague d'énergie balaie le champ de bataille, balançant les orques sur le côté comme de vulgaires fétus de paille. Ryoga se sent plutôt bien. Toutes ces heures passées à lire dans la bibliothèque de la connaissance portent enfin leurs fruits. Les orques survivants commencent à flancher, tremblant alors qu'ils réalisent qu'ils sont en train de se faire massacrer. Mais le regard de Ryoga est glacial. Il sait que le vrai combat n'a même pas encore commencé. Ses invocations mortes-vivantes taillent dans les rangs des orques avec une efficacité terrifiante. C'est un véritable bain de sang alors que les zombies en armure écrasent quiconque a la malchance de se trouver sur leur chemin. Un ORC parvient à placer un coup, mais il fait à peine une égratignure sur le lourd blindage du zombie. Pourtant, une alerte système apparaît, avertissant Ryoga que la défense de son invocation a baissé après l'impact. Il ne bronche pas, lançant armure d'os pour renforcer la protection du zombie. Le blindage osseux se ressoude instantanément, ressortant encore plus épais et résistant qu'avant. Puis il déclenche torsion de chair, transformant un amas de viande de zombie en un piège vivant. La chair jaillit en avant comme une vague de tentacules, piégeant un ORC avant même qu'il ne puisse balancer son arme. Les monstres hurlent de douleur alors qu'ils sont tirés vers le bas et écrasés par la masse palpitante. Le tank débutant observe depuis la ligne de touche, transpirant à grosses gouttes alors qu'il réalise que Ryoga utilise les corps des zombies comme des outils tactiques. Il pige que Ryoga n'est pas seulement puissant. Sa capacité à microgérer ses compétences est à un tout autre niveau. Soudain, le sol tremble sous le poids d'une énorme paire de pieds. Une ombre plane sur le champ de bataille, écrasant tout le monde alors qu'une nouvelle menace s'avance. Le boss ORC est enfin là, ses yeux rouges brillant d'une rage meurtrière. Il lâche un grognement sourd et guttural alors que ses muscles gonflent et que ses veines commencent à pulser d'énergie sombre. L'écran du système clignote en rouge, le boss est entré en mode berserk et évolue vers un variant spécial dangereux. Au lieu d'être inquiet, Ryoga affiche un sourire de prédateur. Il commençait à se faire chier et attendait un vrai défi. Le chef ORC évolué fume littéralement de rage, ses yeux brillant d'un rouge menaçant. Une alarme système surgit. Le boss est entré en mode berserk, le marquant comme un individu spécial à haut risque, bien plus dangereux qu'avant. Ryoga Shinan n'a pas l'air inquiet du tout. En fait, il attendait ce moment précis pour se tester. Le monstre lâche un rugissement assourdissant et abat son immense hache avec tout ce qu'il a. Ryoga reste parfaitement immobile, ne tressaillant même pas alors que la lourde lame siffle dans l'air vers lui. À la dernière seconde, il passe à l'action, activant sa compétence contrôle des os. De longues pointes d'os, enveloppées d'une sombre énergie trouble, fendent l'air en fonçant droit sur l'ORC. Pam, pam, pam. Un barrage de fragments d'os s'encastre dans le corps de l'ORC, brisant net l'élan du boss. La résistance de l'ORC a finalement atteint sa limite, et il s'effondre à genoux. Le monstre a lâché un rugissement furieux à glacer le sang alors qu'il perdait complètement la tête sous l'effet de la rage. Cependant, le nombre impressionnant de pointes d'os empalant son corps était de trop, le faisant s'écrouler complètement. Il halète et se débat, les yeux remplis de pur choc alors qu'il essaie d'arracher les os de sa poitrine. Ryoga se tient là calmement, maintenant la pression même si son pouvoir spirituel commence à en prendre un coup. La bête hurlait à l'agonie, totalement incapable d'échapper à la cage. À chaque fois qu'elle parvenait à arracher un os, Ryoga en replantait un nouveau avec acharnement. Ryoga s'approche tout près de son visage, disant à la bête d'arrêter de tirer cette gueule sinistre vu qu'il va bientôt avoir beaucoup de compagnie. Il sent quand même la fatigue. Jongler avec 6 os différents en même temps draine massivement son pouvoir. Il doit en finir maintenant avec un tir propre droit dans le cœur. Il concentre chaque once de son énergie restante dans la compétence contrôle des os, ses mains brillant d'un pouvoir sombre. Une dernière et énorme pointe d'os atteint sa cible, faisant taire le chef ORC pour de bon. Le cadavre du boss s'est finalement effondré sur le sol, laissant derrière lui un énorme trophée de guerre en plein milieu du camp ORC. Ryoga expire, ayant l'air un peu crevé par ce pari à haut risque. Il ne perd pas de temps et active absorption de vie,
siphonnant l'énergie persistante du cadavre tout frais. La vitalité volée reflue en lui, remplissant rapidement ses réserves de pouvoir spirituel. Il essuie une tache de sang de sa bouche, ressentant l'ivresse de la victoire. Voyant leur chef transformé en coquille vide, les orques restants décident qu'ils en ont assez vu. Ils abandonnent leur poste et se ruent vers la sortie, hurlant à tout le monde de fuir. Mais Ryoga n'est pas prêt de laisser aucun d'eux ramper pour aller prévenir le reste de leur espèce. Il lance torsion de chair, et des vrilles d'énergie verte serpentent sur le sol pour choper les monstres en fuite. Les orques sont fauchés en plein sprint et s'écrasent la gueule la première dans la terre. Ils essaient de s'éloigner en rampant, mais l'emprise magique est absolue alors qu'elle les traîne de nouveau vers le carnage. Dans un éclair de pouvoir sombre, Ryoga termine le boulot, laissant le camp entier en ruine. La bataille est terminée, et le sol est trempé de sang. Tout ce qu'il reste du chef ORC, c'est un cadavre desséché gisant à côté de sa hache abandonnée. Yuma et son équipe arrivent sur les lieux, absolument sidérés par le nombre incroyable de pierres magiques qui jonchent le sol. Ryoga ramasse la lourde hache, l'air satisfait, c'est ça le vrai butin. C'est la hache de sang, un objet rare sans restriction de niveau et à la durabilité maxée. Le truc est maudit, ce qui veut dire que plus il goûte au sang, plus il donne de force à son porteur. Il est carrément refait. Raser un village entier à lui tout seul valait bien la peine. Il refile la hache au tank, confiant à Yuma et son équipe la tâche de ramener le reste du butin en ville. Le groupe lui dit qu'ils vont s'occuper des pierres magiques pendant qu'il part présenter ses respects. Ryoga s'enfonce dans les bois, ses pas étant le seul bruit dans la forêt silencieuse. Il s'arrête devant un arbre massif et noueux qui a l'air mort depuis des décennies. Il regarde vers les branches vides et dit à celui qui se cache là de se montrer pour taper la discute. L'arbre restait mortellement immobile, ne montrant aucun signe de mouvement sous la lumière jaune, maladive et déclinante du crépuscule. Il lâche un long soupir, serrant un os lourd dans sa main avec une expression lugubre. Il lève les yeux, son regard se durcissant alors qu'il décide de la façon de gérer la situation. Si c'est comme ça que tu veux jouer. Il balance l'os d'un mouvement sec et précis, prêt à libérer son pouvoir. Ses yeux se sont enflammés d'une lumière froide et dorée alors qu'il a recours à la force brute, fracassant l'arme en os contre le tronc pour forcer l'entité cachée à sortir. Soudain, une éruption massive d'énergie sombre et tourbillonnante jaillit du tronc, déchirant l'air. Une grande silhouette ténébreuse aux yeux rouges, perçant se matérialise dans la pénombre, exigeant de savoir qui il est. Ryoga sourit simplement, pas impressionné pour un sou par cette présence intimidante. Ravi de te rencontrer. Il s'adresse à l'esprit par son nom complet, combattant magique Kashiwagi Soraku. L'esprit est pris de court, les ombres autour de lui vacillant. Comment connais-tu mon nom? Ryoga explique qu'il se souvient de lui comme du héros qui a tenu la ligne de front contre la vague de monstres venant du nord il y a 35 ans. Un monument commémoratif se dresse comme un rappel silencieux des guerriers qui ont empêché le Japon de tomber ce jour-là. Flashback. Kashiwagi est montré dans la fleur de l'âge, un combattant magique qui combinait les arts martiaux avec une puissante sorcellerie. La silhouette de l'esprit a l'air sombre avec le soleil couchant en arrière-plan. Donc je ne suis pas mort pour rien. Ryoga détourne le regard vers l'horizon. Bah, tous les noms ne finissent pas dans les livres d'histoire. Les yeux de Kashiwagi se plissent alors que la tension monte. Où est-ce que tu veux en venir? Ryoga mentionne un nom précis, Akugo Naruhito, le sous-chef de la guilde Aragiri. Le flashback passe à une forêt engloutie par un immense brasier incontrôlable. Un Kashiwagi plus jeune hurle dans sa radio, demandant désespérément des renforts pour les civils piégés dans le quartier agricole. Il fait face à un monstre massif et musclé pendant que des gens terrifiés se recroquevillent derrière lui dans la fumée. Il hurle le nom d'Akugo, suppliant pour du soutien alors que la position de son équipe devient intenable. « Potel, on ne pourra pas tenir encore longtemps. Envoyez de l'aide, vite. » La réponse à la radio est froide et sans appel. Renfort indisponible. On ne peut pas vous couvrir. Kashiwagi baisse les yeux vers l'appareil, le visage barré par une sombre prise de conscience. La voix de Ryoga commente la scène, accusant Akugo d'avoir prévu d'utiliser l'équipe de Kashiwagi comme appât depuis le tout début. Pendant que les troupes principales d'Akugo prenaient la voie facile par la porte nord, Kashiwagi a été laissé seul pour tenir la ligne. La voix d'Akugo grésille à la radio, riant alors qu'il avoue qu'ils ont gagné assez de temps pour s'éclipser sans encombre. Ryoga continue. Akugo les a envoyés en sachant qu'il y avait des civils, pariant qu'il ne les abandonnerait pas. Ne le prends pas si mal, ricane la voix d'Akugo depuis le haut-parleur alors que le signal saute. Akugo s'est accaparé toute la gloire, devenant le héros qui a stoppé la vague tout en laissant crever les vrais guerriers. Tu survis, t'es un héros.
Tu crèves, et c'est la fin de l'histoire. La radio est laissée dans la poussière. À ce moment précis, les orques ont bondi sur les civils, commençant à les démembrer un par un. Mais un rayon de lumière a jailli, balayant l'ORC avec une décharge d'énergie violette comme un énorme obus de canon. La carcasse massive de l'ORC a été projetée en glissant sur le sol. Game over pour cette bête. Même dans ces moments désespérés, il a rallié le moral de tout le monde, hurlant aux autres de sortir les civils de là immédiatement. Ses coéquipiers hésitent à l'abandonner derrière eux, mais il ne leur laisse pas le choix. Il leur ordonne de bouger, hurlant son dernier ordre avec tout ce qui lui reste de force. La voix de Ryoga revient au présent. Le même Akugo qui t'a envoyé à la mort est devenu un héros. Et toute trace de toi a été effacée. Ryoga se tient devant l'esprit. Ryoga dit que c'est une tragédie. Il est mort et un autre connard a raflé le mérite. Tu ne peux pas vraiment reposer en paix comme ça, pas vrai. Une image géante et monstrueuse de la rage de Kashiwagi remplit le ciel alors que Ryoga suggère qu'il doit avoir envie de se venger. Le visage de l'esprit est un masque de pure furie. Assez parlé. Viens en au fait. Le sourire de Ryoga est subtil. L'esprit de Kashiwagi Soraku brille d'une lumière rouge menaçante, sa forme ténébreuse vacillant d'une rage contenue. L'œil jaune de Ryoga luit dans les ténèbres alors qu'un sourire confiant flotte sur ses lèvres. Je vais t'aider à prendre ta revanche. Ryoga fait son baratin à l'esprit errant. Il va l'aider à obtenir la vengeance qui l'attend. Une faible lueur bleue émane de la main de Ryoga alors qu'il se prépare à sceller le marché. Il a sorti le corps du gardien dragon de l'anneau, puis a pointé du doigt l'énorme cadavre de dragon sur le sol, l'appelant la nouvelle maison de l'âme. Le fantôme de Sora Kashiwagi fixe le réceptacle massif, réfléchissant à l'offre. Ses yeux rouges luisants vacillent. Il n'aurait jamais cru la vengeance possible dans son état actuel. Kashiwagi accepte le contrat, mais il a une condition majeure avant de commencer. Il refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit qui pourrait blesser des innocents. Ryoga lâche un sourire. C'est exactement la même chose que le héros disait dans leur vie passée. Même après la mort et la régression, certaines personnes ne changent jamais. Ryoga donne sa parole et promet de respecter la condition. Avec cette promesse faite, Kashiwagi accepte officiellement de devenir son serviteur mort-vivant. Un torrent d'énergie sombre et sanglante commence à tourbillonner autour du corps du dragon. Une notification confirme le contrat. Il est désormais le propriétaire de l'esprit lié à la Terre. Ryoga se souvient de comment ça s'était passé dans la timeline originale, quand il avait utilisé un chevalier squelette comme réceptacle. Ce squelette avait fini par évoluer en un terrifiant chevalier de l'enfer, mais ça avait pris du temps. Il se demande quel potentiel de ouf Kashiwagi aura en commençant avec un corps de haut niveau dès le premier jour. Le cadavre du dragon gémit et commence à s'asseoir. Ryoga est impressionné par son propre boulot. L'homme-dragon fraîchement ressuscité regarde ses griffes, demandant si Ryoga avait tout prévu depuis le début. Sa fenêtre de statut s'ouvre, montrant un niveau de puissance massif et un grade de 3 étoiles. Il y a aussi une note spéciale. Ce mort-vivant peut réellement devenir plus fort à mesure que l'âme gagne en maturité. Ryoga remarque un trait particulier qui n'était carrément pas là quand le gars était un squelette. C'est le trait combattant magique, qui lui permet d'utiliser des compétences physiques et magiques simultanément. Il est choqué de voir que le talent inné du mec a réussi à se transférer dans le nouveau corps. Ryoga croise les bras et demande comment il se sent dans ce nouveau matos. Kashiwagi fait jouer ses griffes, avouant que ce n'est pas aussi bien que son corps d'origine, mais que ça fera l'affaire. Ryoga note que le corps est étiqueté incomplet, probablement parce que ce n'est qu'une imitation de dragon. Quand même, c'est un bien meilleur point de départ que ce qu'ils ont jamais eu par le passé. Ryoga se tourne pour partir, disant à son nouveau partenaire qu'il est temps de bouger. Il l'appelle nonchalamment son sbire, ce qui passe très mal auprès de l'ancien héros. Kashiwagi s'arrête net et jette à Ryoga un regard sacrément agacé. Ryoga demande ce qu'il y a, mais l'homme-dragon a déjà l'étiquette de sbire en travers de la gorge. Ryoga propose de l'appeler par son ancien nom, mais Kashiwagi dit qu'il a tiré un trait sur cette identité. Il est étonnamment chiant. Ryoga se demande si la personnalité du mec n'a pas vrillé pendant la résurrection. Kashiwagi veut un nom qui sonne badass et qui inspire la peur à ses ennemis. Ryoga lui sort quelques noms de dragons légendaires, mais Kashiwagi les trouve tous trop clichés ou pompeux. Il recale Orochi aussi, et Ryoga commence à perdre patience. Il envisage sérieusement de mettre une patate de forain à sa nouvelle invocation 3 étoiles. Soudain, l'homme-dragon décide que la première option, Fafnir, ne sonne pas si mal en fait. Ryoga est déjà mentalement épuisé par cette prise de tête. Il veut juste y aller. Fafnir panique soudainement quand il réalise qu'il se balade à poil.
Il regarde autour de lui dans les débris du camp, cherchant un truc à se mettre. Il attrape un grand bout de cuir et l'enroule rapidement autour de sa taille. Fafnir finit de s'envelopper dans des chutes de cuir. Il se sent beaucoup plus présentable maintenant. Il se redresse, prêt pour la suite. Il se tourne vers Ryoga et lui fait signe qu'il est temps d'y aller. Ryoga le regarde avec une goutte de sueur. Il se demande si le mec a toujours été aussi relou dans sa vie passée. De retour au labo, un cri puissant résonne dans la nuit. Quelque chose d'inattendu se passe à l'intérieur. Ronya Shinya perd complètement la tête d'excitation. Il n'arrive pas à croire que le cadavre du dragon bouge pour de vrai. Ryoga explique qu'il a simplement trouvé une âme qui correspondait parfaitement au corps. Le scientifique meurt déjà d'envie de le disséquer pour l'étudier. Fafnir n'est pas fan des ondes flippantes que dégage Ronya. Il demande à Ryoga s'il peut juste lui décrocher une droite. Ryoga lui dit de se calmer vu que Ronya est techniquement un partenaire. Le scientifique interpelle Ryoga, cherchant des réponses. Pendant ce temps, l'équipe de Bleu retourne en ville pour encaisser leur butin. Ryoga leur souhaite bonne chance et leur dit à plus tard. Le dragon étant casé, Ryoga reporte son attention sur son prochain projet. Sa main brille d'une énergie nécromantique familière. Il commence à décomposer le cadavre du chef ORC avec son pouvoir spirituel. Les flammes bleues lèchent la peau verte. Il se demande quel genre de larbin il peut tirer d'un corps de niveau boss. Ronya et Fafnir observent le processus avec un intérêt intense. Ronya demande quel est le plan pour le nouveau projet. Ryoga et Fafnir se penchent sur l'énorme ORC. Ryoga lui lance un sourire narquois et sournois, lui demandant s'il est vraiment si curieux de ses méthodes. Ronya panique immédiatement. Il se souvient que la dernière fois qu'il a aidé, il a failli y laisser un bras à force de broyer des herbes. Même s'il est terrifié par le boulot, sa curiosité scientifique l'emporte. Il se met à piler vigoureusement avec un mortier et un pilon. Il ne peut s'empêcher d'être impressionné. Peu importe ce à quoi il s'attend, Ryoga trouve toujours un moyen de le surpasser de loin. Ryoga active sa compétence séparation des chairs. Il va désosser l'ORC pour ne garder que l'essentiel. L'énergie sombre fait le sale boulot, décollant les muscles et les tendons avec une efficacité terrifiante. Le petit esprit, Chrono, débarque pour lâcher son petit commentaire. Il est d'accord pour dire qu'on n'a jamais assez de muscles en première ligne. Une fenêtre de statut confirme que le processus a été un franc succès. Le squelette est en parfait état, ce qui accorde un énorme boost de stats. Ronya lui tend une fiole d'extrait de haute qualité. Ryoga la prend, prêt pour la dernière étape du rituel. Il fait couler le fluide sur les os d'un blanc immaculé. Le système note que les matériaux de haute qualité donneront une invocation bien plus forte. Le rituel s'achève, et le nouveau squelette est spécialisé spécifiquement pour la défense lourde. Ryoga est satisfait du résultat. Il avait bien besoin d'un solide garde du corps pour surveiller ses arrières au combat. Les pieds du squelette se plantent fermement dans le sol alors qu'il se manifeste complètement. Il se redresse, vêtu d'une lourde armure et maniant 2 boucliers. C'est un garde squelette 2 étoiles. Ryoga lui donne son premier ordre. Son seul et unique job est de le protéger à chaque fois qu'il est occupé à utiliser absorption de vie sur des ennemis. Il tapote amicalement le crâne. Le squelette claque des dents, ayant l'air conte d'avoir une utilité. Ronya demande pourquoi il a choisi un squelette cette fois au lieu d'un autre zombie. Ryoga explique que les os sont plus légers et plus faciles à entretenir. En plus, contrairement aux zombies qui pourrissent, Ryoga peut utiliser son pouvoir spirituel pour modeler les os exactement comme il le souhaite. Il insiste sur le besoin d'un garde du corps. Les compétences au corps à corps le laissent bien trop exposé, il lui faut donc un tank dédié. Ryoga commence à s'éloigner, mentionnant qu'il a une corvée ennuyeuse à régler. Il dit à Ronya de garder un œil sur le labo pendant son absence. Ronya est perplexe. On est en plein milieu de la nuit. Où est-ce qu'il pourrait bien aller? Ryoga mentionne en passant qu'il se rend au Panthéon. Il a monté de niveau, et les pontes veulent lui accorder un sort sacré. La nouvelle frappe Ronya comme une tonne de briques. Il n'en croit pas ses oreilles. Il court après Ryoga, hurlant pour avoir une explication. L'idée qu'un nécromancien obtienne un sort sacré est un truc complètement taré. Il réalise enfin la vérité et pousse un cri de panique. Ryoga, le mec qui ressuscite les morts, était en fait un prêtre depuis le début.